Bonjour Laurent Fesneau, vous êtes auteur et chroniqueur culinaire. Vous avez écrit, donc publié au mois de février de cette année, un livre sur les sakés. Donc nous vous remercions justement de bien répondre à notre interview aujourd'hui, justement pour savoir quelles sont vos impressions sur le saké. Nous voulons en apprendre beaucoup plus sur le saké japonais. Donc comment êtes-vous venu au saké japonais? Alors c'était en 2009 lors d'un voyage au Japon, à Tokyo et à Kyoto, dans le cadre d'un reportage qui m'a amené à rencontrer différents chefs. Je me suis retrouvé un soir dans ma chambre avec un bento et j'ai eu envie de goûter tout simplement un saké. Je suis allé dans un combini, ces petits convenience stores ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au Japon. Et j'ai commencé n'y connaissant rien, avec une petite bouteille que j'ai trouvée très belle, que j'ai achetée, que j'ai ouvert dans ma chambre. Et aux surprises, ce saké était pétillant. À l'époque, je ne savais pas du tout que des sakés pouvaient être pétillants. Ça a été un choc, une découverte, finalement une première expérience assez ludique, et ce qui m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur cet univers des sakés. Justement, pouvez-vous nous dire maintenant, après votre première dégustation, quelles sont les choses qui vous ont intéressé dans cette dégustation et dans les dégustations suivantes? Alors effectivement, ce saké qui s'est avéré ludique, mais de piètre qualité, j'ai poursuivi mon initiation en France, en découvrant à la maison de la culture du Japon, au cours d'une dégustation, les premiers sakés Ginjo. Il s'agissait de sakés plutôt secs, avec des arômes floraux, plutôt de fruits jaunes, type pêche ou abricot. Ce qui m'a intensément choqué sur cette dégustation, ce sont les relations assez évidentes avec les parfums et les arômes de certains vins blancs français. Je pense à des sauvignons pour les plus acides et à des chardonnays pour les sakés Ginjo les plus ronds. Donc vous venez de nous parler de quelques analogies entre le vin français et le saké. Avez-vous d'autres analogies à nous apporter? Vous semblez avoir parlé dans votre livre qu'il existait les jizake. Oui. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus de ce produit? C'est vrai qu'a priori, tout ou presque oppose l'univers des vins et celui des sakés. En même temps, il y a au Japon ces jisake qui sont ce qu'on pourrait traduire en français des sakés de pays, de terroir, où effectivement on a forcément un lien fort entre le saké produit et la terre sur laquelle il est fait, puisque on utilise pour les sakés forcément selon le cahier des charges des variétés de riz locales. Les riz poussent à côté des kuras, des domaines de saké, des brasseries. Et on utilise forcément une autre source locale, souvent l'eau de la rivière qui coule à côté. Et on a forcément ce lien territorial fort, puisque on est sur un riz local et une eau de source locale. Donc pour moi, les jisake sont des sakés de terroir, au même titre que certains vins français sont des vins de terroir. Très bien. Maintenant, pourriez-vous nous parler des différences qui existent entre le vin et le saké japonais? Alors les différences sont énormes, tout simplement. On pourrait en parler très très longuement. Pour résumer, je dirais que les principales différences se situent au niveau des acidités spécifiques au vin et des acidités spécifiques au saké. Comme chacun sait, l'acidité sur le vin est une acidité tannique qui agit plutôt comme
un séparateur de saveurs entre le sel, le sucre, la mer, alors que sur les sakés, nous sommes sur les acidités spécifiques qui constituent l'umami. Pour résumer, disons, il y a donc l'umami du poisson, l'umami des algues, l'umami des champignons, différents types d'acidité. Mais globalement, toutes ces acidités spécifiques à l'umami agissent au contraire de l'acide tannique comme des fédérateurs de saveurs et lient spontanément et forcément sel, sucre et amer. Ce qui fait qu'au final, les sakés peuvent accompagner tout type de cuisine japonaise, tout type de cuisine asiatique et bien sûr tout type de cuisine occidentale. Pourriez-vous nous parler de quelques mariages entre le saké et la cuisine occidentale, ou la cuisine française en particulier? Oui, alors j'ai fait une expérience assez significative à ce niveau-là à Sendai, au Japon, où j'ai tenté différents accords mets saké, et je me souviens très bien donc avoir testé un accord tout simplement avec une très bonne tomate. La tomate donc, est un fruit acide, comme chacun sait, et répond parfaitement à certains types de saké, plutôt ronds pour le coup, qui vont être ronds, c'est une rondeur un peu sucrée. J'ai également testé un accord sur un très bon bœuf. Et là, pour le coup, le bœuf va très bien s'accorder avec un saké plutôt rustique, type junmai, simple, assez chargé en alcool. Il va très bien tenir la route, très bien accompagner une viande. Donc, au bout du compte, finalement, les sakés ne sont pas là que pour accompagner les poissons. Ils peuvent accompagner n'importe quel mets. Ils peuvent également accompagner les entrées, donc tous les plats de la cuisine occidentale. Tout à fait. D'accord. Tout est question de choisir le bon saké. Très bien. Que souhaiteriez-vous dire aux Français qui veulent s'initier au saké? Alors moi, je leur conseillerais de commencer par des sakés Ginjo qui sont les plus faciles d'accès, notamment, comme je disais à l'instant, par les accords, par les saveurs et les arômes floraux et plutôt fruits. C'est une bonne entrée en matière. Bien sûr, après, on peut assez vite évoluer vers des sakés plus complexes, type Junmai Dan Ginjo. Et je dirais que l'objectif final pour moi est quand même d'aller au-delà de la classification habituelle. Un bon saké n'est pas finalement celui qui va utiliser le riz le plus poli ou celui qui va avoir le moins d'alcool ajouté. Donc pour moi, un bon saké est un saké avant tout un saké d'auteur, un saké personnel qui va être fait par un brasseur avec son cœur, son terroir et sa force et sa personnalité. Et donc j'ai entendu dire également qu'il y avait énormément de brasseurs au Japon. Donc, oui, il y a plusieurs milliers de colas au Japon, et tant mieux. Pas mal de petits brasseurs font un travail énorme. Il y a des jeunes brasseurs qui ont repris des exploitations, des hommes, des femmes qui font leur saké, je dirais, avec toute leur personnalité, leur terroir, leur riz, leur eau de source. Ils y mettent beaucoup de cœur. Et moi, je conseillerais effectivement de sortir un petit peu des sentiers battus et de découvrir tout cela. Comment voyez-vous donc l'avenir du saké en France et comment faire en sorte que le consommateur français puisse boire un peu plus de saké et un petit peu plus de vin, ou alors changer, prendre un saké à la place d'un vin comme les Français ont l'habitude de faire? Comment leur donner envie de prendre un saké et de mettre un saké à table? Je dirais en sorte qu'il suffit simplement de susciter la curiosité, de créer la curiosité chez le consommateur.
Donc cela ne peut pas se faire tout seul, malheureusement. Je dirais qu'il faut s'appuyer sur les prescripteurs que sont les sommeliers, par exemple, dans les restaurants. Certains sommeliers font un travail énorme en France déjà là-dessus. Il y a pas mal de restaurants à Paris et en province qui proposent déjà du saké. Je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense que ces sommeliers, pour pouvoir porter le message du saké, doivent être formés et sensibilisés à cet univers. Et donc il y a un travail de formation à faire, je pense, auprès des sommeliers. Donc je pense que c'est également par ce biais, travail de formation, et je peux vraiment demander vraiment à toutes les personnes qui sont intéressées par le saké de découvrir votre livre qui contient de très très belles merveilles, nous expliquant la fabrication de saké, les sakés régionaux, les jizakés comme nous avons parlé. Et vous parlez également de l'umami, des différences entre le vin et le saké, et les mariages entre les deux cuisines japonaises et françaises. Merci de présenter votre livre, Laurent. Oui, donc c'est un livre, j'espère qu'on le voit bien à l'écran. C'est un livre qui n'a pas du tout la prétention d'être exhaustif. Ce n'est pas un livre qui a, surtout pas encore moins, la prétention de donner un enseignement précis ou concret. D'autres l'ont fait avant moi, ou d'autres vont le faire plus longuement et de façon plus scientifique. J'ai pris le parti donc, pour ce livre de partir du sensible, c'est-à-dire donc de partir de dégustations concrètes, et donc ce livre est un parcours de mon apprentissage. Il est modeste, j'espère qu'il sera en tout cas efficace auprès des lecteurs et de tous ceux qui veulent découvrir le saké. Merci à Gétro, merci à tous. Merci Laurent Fesneau pour cette merveilleuse balade dans l'univers du saké japonais.